les grandes gueules jusqu'au port de midi avec vous, mon cher Jacques Lewa Leno, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Mohamed Ali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue avec son père. Comment ça va ce matin? Non, j'ai envie de reprendre la phrase de l'autre phrase. Ouais, c'est ça. Hier, on l'a dit ici, en fait. On l'a dit. Il faut pas, Mohamed. Il aime trop. Sur les antennes de l'espace. Je suis en visite officielle, voilà. Il est en visite officielle. Peut-être pour quelques jours encore, il va disparaître. Il va revenir. Bonjour. Vous devez être fier de vous, mon cher ami. Bien sûr qu'on est fier. On est très fiers. Avant, je ne peux pas rester une semaine. Que vous nous manquez. Ah ben oui, je comprends très bien. Tu vois, c'est ça, je comprends très bien. On est partagé entre fierté et amour. En fait, vous nous manquez et puis en plus, on est fiers que vous nous quittez. Bien, allez, l'enfant de Konya est avec nous ce matin, évidemment. Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Mohamed. Bonjour Lamine, ce carré il est très joli. Hein. Mais merci beaucoup. Hein. Ça vient du Canada. Oui. Il fallait qu'il place ça. Mohamed Ali, il est terrible. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Nous partons ce matin du côté de Colabri, Jacques Lewa. Vous nous signalez une manifestation donc en faveur du respect de la législation minière. Oui, des citoyens de la localité sont sortis ce matin. Les échanges que j'ai eus avec un des protestataires m'ont laissé comprendre que les autorités préfectorales avaient présidé la signature d'une convention avec les sociétés minières qui évoluent sur place. Il y a non seulement comment on appelle ça, l'attribution des contrats dans ce qui est convenu désormais dans le code minier de notre pays, le contenu local, mais il y a également de l'investissement dans l'approvisionnement de la commune en électricité surtout. Il semble que tout ceci ne serait pas respecté. Mais on en veut non pas... C'est qui n'est pas un fait nouveau quand même. C'est pas un fait nouveau. Voilà. Maintenant, on se souvient, il y a 3 ans ou 4 ans, il y a une manifestation qui a éclaté de ce côté. Après, bon, vous savez, la préfecture, d'abord l'État central, ensuite les autorités déconcentrées des bouquets, s'étaient impliquées pour obtenir un accord. Et cet accord disait en substance que les sociétés qui évoluent sur place, si elles devraient accorder des contrats aux entreprises locales, il fallait faire en sorte que tout soit priorisé, que les entrepreneurs locaux soient priorisés. On a donc demandé aux entrepreneurs locaux de créer les groupements d'intérêt économiques. Je crois que comme ça on les appelle, les groupements d'intérêt économiques, au sein desquels vous avez les intervenants de plusieurs spécialités. Les menuisiers, les maçons, les vrais gens, donc les conducteurs, les soudeurs. Donc au sein de ces groupements, on a fait en sorte que tous les métiers dont les sociétés minières peuvent avoir besoin, je veux dire les métiers d'un certain niveau de formation pour les Guinéens, qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, ces ressources-là au sein de ces groupes d'intérêt, de ces groupements d'intérêt économique. Les métiers d'ouvriers. Voilà, c'est bien dit. L'avantage que cela aurait procuré à la population est double. Le premier, c'est bien sûr permettre à ces groupements de donner de l'emploi directement aux jeunes de la localité, qu'on n'ait pas besoin, en tout cas, d'aller vendre ses services auprès de quelqu'un qui viendrait avec son expertise d'ailleurs. Le second avantage, c'est bien sûr prélever un pourcentage, puisqu'ils avaient dit, ces groupements avaient, si vous voulez, une vision assez grande, c'est d'avoir des chiffres d'affaires au sein desquels on pourrait tirer un pourcentage. On m'apprend 7%, dont 3% de ces chiffres d'affaires orientés vers les entreprises, les entrepreneurs agricoles. Donc ceux qui veulent investir dans l'agriculture, qu'ils aient 3% de ce chiffre d'affaires qu'un groupement devrait réaliser au cours d'une année, par exemple. Maintenant, les 7%, en tout cas, c'est la communauté, et puis on essaie de partager comme ça pour faire en sorte qu'au niveau de la commune, qu'on n'attende toujours pas l'État central ou alors le pourcentage qui doit être défalqué à partir du FODEL. Le développement à la base, c'est très important. Il l'a rappelé plusieurs fois d'ailleurs, Tamba, dans cette émission. Donc, encore, c'est un sujet vraiment qui préoccupe aujourd'hui. Donc, c'est d'amener la municipalité à avoir des initiatives à partir de ses ressources locales. Alors, il se trouve que depuis un moment... Ça aussi, il faut le savoir, mon cher ami, parce que ce qui se retrouve un petit peu à la tête de ces communes aujourd'hui, franchement, je veux dire, ça reste à désirer, mon cher ami. Oui, mais le problème, il est double. C'est vrai, on peut... La méconnaissance. Il y a la méconnaissance des autorités locales, mais il y en a qui connaissent, mais qui n'ont pas non plus de ressources. Parce que ce dont on parle, ce qui est mis en avant, c'est
la violation d'un accord. Parce qu'il y a quand même, les gens, ils ont quand même accepté que finalement, cet accord-là, il soit signé entre les sociétés, donc les autorités, et la communauté. Alors, si c'est violé quelque part, il va falloir que la préfecture, qui est quand même le représentant de l'État, puisse, n'est-ce pas, intervenir pour faire en sorte que les sociétés respectent. Ce qu'on m'apprend, c'est qu'il y a un seul entrepreneur qui serait sur place et qui ramasse tous les contrats et qui les exécute au détriment de ces groupements d'intérêts économiques. La colère est venue à... Je comprends très bien. En fait, ça sent un peu du favoritisme, quelque part. Du favoritisme. C'est pas par... Moko Touré nous manque là, mon cher ami, sincèrement. Voilà. Non mais, sincèrement, parce que le monsieur, il a marqué son temps quand même du côté de Kamsar avec CBG, entre autres. À l'époque, on n'en dira jamais assez. Mon cher Tamba, ça vous procure quoi exactement encore ce matin, je le disais, tantôt, tous les jours, presque, à chaque fois qu'on évoque ce sujet-là, vous êtes à cheval là-dessus. Moi, je pense qu'à cette allure, il va nous falloir, en Guinée, parvenir à une sorte de revue annuelle sur le contenu local. Je pense que le ministre Mori Condé peut s'en saisir, le ministre des Mines aussi, mon cher Lamine, il peut s'en saisir. Parce que partout, le cri, il est le même. Allez à Sigiri, à la SAG, le cri est le même. On nous envoie des ressources, et c'est même dit, on nous envoie des étrangers qui prennent de nos emplois, qui vivent de nos ressources, à notre place. C'est la même chose à Boké. C'est la même chose il y a encore quelques jours à Bofa. Nous étions ici avec, comment il s'appelle? C'est Doudou Béni. Doudou Béni, cet artiste qui revenait là-dessus et il nous a dit, mais on a un peu plus de 8 mines, 8 sociétés minières à Bofa. Et c'est bien plus que cela, parce que je ne veux pas exagérer dans le chiffre, mais je sais que c'est bien plus que ce chiffre qu'il nous avait dit ici. Mais il nous dit, mais vous partez à Bofa? Et on en riait. Je lui disais, mais moi je passe à Bofa, j'ai l'impression que c'est une des sous-préfectures de Guékédou. Carrément. Avec autant de potentialités et d'opportunités en termes d'emploi, en termes de développement. Les grandes gueules. Je pense que le cri est partout le même. Aujourd'hui, on est sur le... C'est qu'il y a compréhensible quand même, mon cher Tamba. Voilà, parce que souvent, quand Jacques évoque tout de suite là, à dire qu'il y a un entrepreneur qu'on a favorisé, souvent, ce qui se passe aussi, c'est que à la tête de ces sociétés minières aussi, enfin, les patrons ont des sociétés cachées. La mine, on y viendra. Voilà. On y viendra certainement. Mais la première chose... C'est la vérité. La première chose que... Les grandes gueules. C'est que les hommes ont un rapport particulier avec la terre qu'ils occupent. Ils ont un rapport particulier avec la terre qu'ils occupent. Ils l'aiment, ils se l'approprient et ils la revendiquent. Ils la revendiquent, même si on dit que ça appartient à l'État, ils vont la revendiquer comme étant la leur. Ils y sont nés. D'ailleurs, il y a une coutume chez nous, je ne sais pas comment ça se fait dans les autres communautés, lorsqu'un enfant naît, vous savez, ce nombril-là qui reste, Tamba, c'est l'histoire, il est pris, il est bien enroulé, ce cordon-là, il est bien enroulé, et tout le monde ne le fait pas, hein. Dans ma culture, c'est vraiment bien enroulé. Et vous savez ce qu'on en fait? Non. On le prend, on retourne chez toi au village. Même si j'étais né aux États-Unis ou quelque part, on retourne dans ton village. Et c'est pas n'importe qui l'enfuit en terre. On creuse et on le met là. La mine, je suis là, je suis pas né. On plante un colatier. Exactement, et ça se fait, justement. Les grandes gueules. Dans le village, on va dire, voici ton colatier. Voilà. Donc, je ne suis pas né chez moi à Tchesséné, là-bas, dans le fond de Guékédou, mais j'y suis, entre guillemets, c'est là que j'ai mes racines, c'est là qu'on m'a l'équivalence existe, j'ai entendu parler, je n'ai pas vu, mais en poulard, quand même, on dit Oudouma, Kodo, Ira. En fait, ça voudrait dire que ce que tu décris là, c'est ici que c'est planté. Exactement. Le cordon ombilical, bon, le cordon, c'est pas tout le cordon, ça. Hein. Bon, en fait. C'est un bout, là. Tu as compris ce que je veux dire. Vas-y, mon cher Tamba, voilà, c'est une parenthèse. Ça voudrait dire... Il a toujours... Voilà, allez. Donc, la mine, quand les grandes gueules. L'impact environnemental et social, on abordera un des sujets tout à l'heure avec le cas de Rio Tinto Simfer, la mine. C'est pas pour rien que les gens y tiennent, en tout cas dans notre culture, ils tiennent à leur terre parce que c'est un peu eux qui y sont. Les arracher à cela, c'est très très compliqué. Donc il faut qu'il y ait cette revue-là,
c'est pas des états généraux, parce que le terme, on y est habitué. Ouais. Mais l'idée, c'est par exemple d'évaluer périodiquement ce que les sociétés minières, en lien avec les collectivités, font de l'implémentation du contenu local, de son observance. Je pense que si c'est fait de cette façon-là, on peut non seulement tirer des observations, des régularités, des faiblesses, mais aussi des forces. On peut partager des success stories dans le cadre du déploiement du contenu local. Oui. Et à ce moment-là, on peut orienter l'avenir en fonction de cela. Le cri est donc la mine partout le même. Ce que nous dit le contenu local est simple. C'est faire en sorte que ceux qui occupent un territoire spécifique puissent profiter des richesses qui en sont tirées. Ça, c'est dans l'immédiat. Oui. Mais plus généralement, que les Guinéens profitent des richesses guinéennes. Que je sois du Fouta, que je sois de la Haute-Guinée, en tant que Guinéen, que j'ai le droit, par le moyen de... Parce qu'on a quand même une politique nationale sur le contenu local. Ouais. Il y a la lettre de politique sur le contenu local qui existe aujourd'hui. Oui. Et ça définit mais très clairement les choses. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver une solution, mais vraiment radicale par rapport à ça? Première chose. Ouais. Les grandes gueules. Les sociétés, par nature, ne sont pas très observantes de ces principes. Ou sont complices, mon cher ami. Ah ben si. Les complices sont tabac. Les grandes gueules ne sont pas complices. Les sociétés minières ne sont pas complices. Les complices, c'est d'abord auprès de l'État. Vous vous souvenez de l'expérience qu'on nous a racontée ici? Ce sont des inspecteurs, mon cher Lamine, ce sont des inspecteurs du ministère des Mines qui voulaient se rendre là-bas à FIA, à l'usine de Russal, ici. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Nous, on ne vous connaît pas. Ouais. Allez demander l'autorisation à Sékou Touré. C'était une mission officielle de l'État guinéen. On leur a fermé les portes. Pourquoi? Parce qu'au sommet de l'État, il y avait ce groupe-là qui disait aux sociétés minières, tant qu'on est là, vous êtes protégés. Faites ce que vous avez à faire. Ben voilà. Ça, c'est... Au niveau de cette complicité-là, il y a ce souci. Donc, la question... Les grandes gueules. La société ne peut venir dans votre pays et vous imposer, vous soumettre à son diktat. Ce n'est pas possible. Donc, si vous observez cela, il y a donc... Ils sont par nature, ils ne veulent pas se soumettre à cela. Ouais. Et c'est à ça que servent les lois. Donc, les lois se font observer par les équipes de contrôle auprès du ministère des Mines, mais plus largement auprès de l'État guinéen. Il y a cette réalité. Maintenant, Lamine, il y a une chose. Ailleurs, les municipalités ont des plans locaux d'insertion et d'emploi. Est-ce qu'ici, il y a une mairie? C'est une question que je pose et je suis même tenté d'y répondre. Est-ce qu'il y a une mairie qui a un plan local d'insertion et d'emploi? C'est rarissime quand même. On a reçu quand même 2 maires dans ce studio la dernière fois, mon cher ami. Les maires n'ont même pas de plan de développement local. Mais c'est ce que je dis justement. À quel moment ils vont aller développer un plan d'insertion et d'emploi pour leur collectivité? Parce que c'est aussi lié à ça. Si on veut aider le contenu local dit, s'il y a des ressources, prioritairement, on prend des ressources nationales. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? On les forme, on les organise, on les qualifie pour venir ensuite les prendre. C'est ce que le contenu local dit, c'est pas compliqué. S'il y a des ressources dont on a besoin, on les prend. Si ces ressources sont insuffisantes ou si elles n'existent pas, il faut les former. Donc c'est créer ces ressources-là par le moyen de formation ciblée. Mais ensuite, il faut les organiser. Les grandes gueules. On leur confie des responsabilités. C'est là que la co-traitance et la sous-traitance interviennent, dans le cadre du contenu local. Mais la lettre de politique sur le contenu local est nationale. Il faut une territorialisation. Lorsque, au niveau national, on dit voici ce qu'il faut, il appartient aux collectivités, bien entendu appuyées par le ministère de l'administration du territoire et parfois par le ministère des Mines. Il leur appartient de décliner ces éléments de politique nationale en éléments de politique locale. C'est par exemple sur la question de l'emploi. Et c'est pourquoi je dis, on n'arrivera jamais à une observance complète de la question du contenu local tant que les municipalités n'auront pas été capables de développer à leur échelle des plans sur l'insertion, des plans sur l'emploi. Ça veut dire quoi en termes simples pour terminer? Ça veut dire qu'il faut poser un diagnostic de l'état de l'emploi et de l'insertion au niveau de votre municipalité. Qui sont ceux qui chôment? Qui sont ceux qui ont un emploi? Quel est leur profit?
Et ceux qui chôment, pardon, en parlant de leur profit, ceux qui ont un emploi, ils sont dans quoi? Quels sont les besoins au niveau local? Quand ça c'est identifié, quand c'est quantifié, maintenant vous développez une réponse à cela, vous vous dites, cette année, auprès de la municipalité, voici le nombre de profils qu'il nous faut, le nombre et le type de profil qu'il nous faut développer, qu'il nous faut développer. Et quand vous avez fait ça, ensuite c'est la mise en relation, Lamine. Ouais. Il peut y avoir si vous voulez, comment on appelle ça, des salons locaux de l'emploi et de l'insertion que les municipalités peuvent organiser avec l'appui par exemple pour les villes minières, Lamine. Ouais. C'est facile d'organiser ça à Bokeh. Ouais. C'est facile chez toi, Bokeh. Ouais, évidemment. Tu peux le dire chez moi. Oui, chez moi, à Bokeh. Tu peux lui dire. Oui. C'est facile d'organiser un salon local de l'emploi et de l'insertion. Bien. À Bokeh chez le maire. Bien, mon cher Maintenant, si vous avez besoin d'une ressource pour appuyer techniquement à organiser ça, c'est mon profil. Et évidemment, ça on le sait très bien, mon cher Tamba. Merci beaucoup. Hein, qui est fou. Allez, vous restez avec nous. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Tenez, justement, en parlant de ce sujet, nous avons un spécialiste en la matière, Moussa Yoruba, c'est bien sûr Monsieur Kemoko Touré, pardon. Il est en direct ce matin chez les GG. Monsieur Touré, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue chez les Grandes Gueules sur Espace, allez-y. Bienvenue monsieur Touré, ça fait plaisir de vous entendre à nouveau dans cette émission. En tant que spécialiste, vous avez vécu de ce côté. Et vous, en votre temps, en tant que directeur général de la CBG, vous avez su tirer votre épingle du jeu, justement, en sachant organiser les jeunes. Comment vivez-vous aujourd'hui cette actualité? Kolabouyi à nouveau en ébullition, justement, pour des réclamations de la jeunesse qui estime qu'elle est mise aux oubliettes. Écoutez, j'avoue, je ne suivais pas beaucoup le problème de Kolabouyi en particulier, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que même dans les contrats miniers, en particulier de bauxite qui ont été conclus, je pense que la plupart du temps, il a été oublié un fait essentiel, c'est la conformité à un plan de développement local. C'est-à-dire que les mines s'installent et puis elles font des actions sociales que certains appellent comme ils veulent, mais ce sont des actions sociales volontaires, vous voyez, et responsabilité sociale. Mais cela ne répond pas nécessairement aux besoins locaux parce qu'il n'obéit pas à un plan de développement local. Et donc, même si on construit quelques dispensaires ou quelques petites écoles par-ci par-là, cela ne signifie pas nécessairement que l'on répond aux besoins réels de la population. Justement. Alors, quand il y a du travail. Monsieur Touré, avant de continuer, évidemment, je vais vous interrompre là parce que Jacques Lewa parlait tout à l'heure du favoritisme. Vous avez vécu du côté de Kamsa, vous avez été le directeur de CBG, entre autres. Comment faites-vous pour contourner qu'il n'y ait pas cet état ou bien peut-être, je vais dire, des idées reçues à dire quelqu'un est favorisé, même si peut-être la personne travaille bien, mais aux yeux des autres, c'est comme si quelque part la personne a des grands quelque part au plus haut niveau. Là, c'est une question de volonté. Et c'est une question aussi de profil du dirigeant. D'accord. Il y a une chose qui est certaine, il est toujours possible de recruter sur le profil, sur le mérite, ou d'organiser des tests anonymes. Et ça, c'est important. Et la plupart du temps, c'est vrai, on est très sollicité, les gens vous envoient tout le monde, et puis, vous savez, quand on vous identifie, par exemple, à un village, vous avez même des gens qui viennent dire ah, ça c'est votre cousin, ça c'est votre frère, vous voyez. Donc si vous êtes trop sensible à ce genre de choses, vous finissez par n'avoir que des gens proches, ce que j'appelle avec une grande chance de tomber dans la médiocrité. Et le remède à cela, c'est d'organiser des tests de compétences, même si ce ne sont pas des tests de très haut niveau, mais au moins de vous assurer du minimum que les candidats doivent avoir pour pouvoir travailler avec intérêt pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. Alors voilà, mais pour vous, parce qu'avec la floraison des sociétés les sociétés minières dans la région de Bokeh, on a développé plusieurs ressources. On parle de sous-traitance, co-traitance, pour permettre, n'est-ce pas, aux petites PME d'avoir des contrats
auprès des compagnies pour pouvoir travailler. Comment est-ce que, selon vous, tout ceci devrait être organisé pour éviter, par exemple, que les PME locales ne soient, si vous voulez, lésées par rapport à d'autres qu'on ne donne pas le monopole à un sous-traitant, par exemple. Oui. Mais déjà, bon, moi, je déplore la floraison des sociétés minières, parce que je pense qu'on y aurait davantage gagné en ayant des sociétés sérieuses, moins importantes, plus riches, entre guillemets, et avec lesquelles on aurait eu des contrats solides et avec des objectifs particuliers pour la formation des jeunes, pour l'organisation de la sous-traitance et pour la production, le contenu local. Oui, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les sociétés minières, il y a deux catégories. Il y a des très grosses sociétés, et puis aujourd'hui j'observe qu'au niveau de la bauxite, il y a beaucoup de toutes petites sociétés qui en fait bricolent. Donc prennent des main-d'œuvre non qualifiées et payées selon des modes particuliers, qui ne sont pas nécessairement orthodoxes. Donc ça signifie qu'il sera très difficile d'organiser la compétence des jeunes associés aux besoins réels. D'accord, très bien. Mais en pareille circonstance, Monsieur Touré, excusez-moi, en pareille circonstance, quand on a, comme vous le dites, une floraison, par exemple, de petites sociétés qui il y a un manque de contrôle, pas dans les règles de l'art, est-ce qu'on peut parler de laisser aller? Que faut-il faire? Parce que c'est une question environnementale, c'est une question aussi de communauté locale à ne pas laisser pour compte. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Parce qu'on le sait, sous Alpha Condé, Boké a été décrété zone économique spéciale, mais cela ne se répercute pas sur la vie des communautés locales. Est-ce qu'on peut parler de laisser aller? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses soient régularisées? La rigueur en ce qui concerne la création de ces sociétés. Oui. Oui, il y a effectivement un laisser-aller. Il y a un laisser-aller, c'est certain. Et les zones économiques spéciales, c'était une très bonne intention, mais rien n'a été fait pour cela. Le problème, c'est pas simplement de parler. Vous savez, on a cultivé beaucoup ici, comment dirais-je, j'allais répéter, la culture de la parole. Mais il faut organiser, préparer, avant de dire ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la floraison des sociétés, il y a comme un manque ou une insuffisance de contrôle de ces sociétés. Et donc, de possibilités d'organisation de ces sociétés pour qu'elles soient utiles à elles-mêmes, au pays et aux communautés environnantes. Donc ça signifie, mais l'État a toujours la possibilité de récupérer un laisser-aller. Bien. Alors, est-ce qu'il y a... sur place. Est-ce qu'il y a une taille en termes de capacité financière qui doit être exigée pour avoir, n'est-ce pas, une licence, comment on le fait pour les télévisions, par exemple, pour les radios et tout ça, surtout pour les télés? Bien sûr qu'on le pourrait. Bien sûr qu'on le pourrait. Mais d'abord, avant de faire ça, il faut d'abord déterminer, nous, en tant que Guinéens, les conditions d'établissement d'une société minière. Mais il ne faut pas que n'importe qui vienne, obtient une licence, retourne en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, présente cette licence, et puis il fait un business plan, et dit, dans 2 ans, je gagne de l'argent. Je gagnerai beaucoup d'argent avec un modèle économique qui n'est pas bénéfique pour notre pays, mais qui permet à cette personne d'avoir peut-être 150 ou 200 millions de dollars pour venir créer une mine. Mais seulement la création de cette mine n'obéit pas à des exigences de développement. Aujourd'hui, vous allez vers Bofa, par exemple, et bien tout le littoral quasiment et du Rio Congo est occupé par des petites sociétés minières. Il n'y a quasiment pas d'accès à l'eau
pour les populations. Justement, la question de Jacques, c'était le contrôle en ce qui concerne la création de ces sociétés-là. Est-ce qu'il y a des conditions? Je veux dire, nous, par exemple, pour créer une télévision, aujourd'hui en Guinée, on demande normalement 5 milliards qu'il faut avoir en garantie et tout ça avant de vous donner la licence. Est-ce que du côté des sociétés minières, il y a ces exigences ou cette rigueur quelque part? Non, à ma connaissance, il n'y a pas une règle qui dit pour que vous ayez une société minière, d'abord, vous devez donner la preuve que vous avez une disponibilité personnelle de la société qui vient devant une candidature de temps. Et puis vous devez aussi, lorsque vous venez, avoir tel modèle économique. Parce que le problème, vous savez, le modèle économique est très important. Aujourd'hui, pourquoi on a autant de sociétés minières? Parce que les mises de fonds ne sont pas très importantes. Aujourd'hui, vous venez, vous avez une mine, bon, ok, vous vous débrouillez pour que sur un an ou deux, vous puissiez décaper, et puis vous mettez pas trop loin, si vous pouvez, d'une bordure de fleuve, et puis vous faites un transport par camion de votre mine au fleuve, vous mettez votre bauxite sur les barges, et puis vous allez charger ça sur les bateaux en haute mer. Donc c'est un modèle qui n'est pas trop cher. Alors du coup, on a une multiplicité de petites sociétés minières. C'est-à-dire que si on avait pris conscience d'une chose, je vous prie de m'expliquer juste pour développer cela. Allez-y. C'est que la bauxite, elle restera encore des centaines d'années, qu'on le veuille ou non. Parce que le produit qui découle de la bauxite, c'est le meilleur produit de la planète aujourd'hui. Et nous avons le privilège de détenir aujourd'hui une part significative de la matière première pour ce produit qui s'appelle l'aluminium. Eh bien, je vous rappelle encore, parfois j'ai l'impression de toujours me répéter, que 50% de tout ce que nous vivons vient de l'alumine, de la bauxite. L'air, tout ce qui est avion et autres, mer, tout ce qui est bateau et autres, terre, tout ce que nous avons comme ustensiles, tout ce que nous avons comme véhicules, tout ce qu'on veut. Vous avez au moins 50% d'aluminium dans tout. Donc nous ne sommes pas demandeurs. Nous ne sommes pas demandeurs. Le problème du business, c'est le marché, c'est votre positionnement. Donc je n'ai jamais compris qu'on ait subdivisé une partie de la Guinée en petits lots qu'on a donnés parfois à des amis ou à des petits aventuriers. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas pris en compte un critère de développement fondamental. Ouais. Et on a aujourd'hui un code minier qui ne favorise pas cela, parce que dans notre code minier, nous disons que le maximum de la participation, j'allais dire de droit de la Guinée, c'est 15%. Le maximum, on dit. Je n'ai jamais vu ça dans un contrat. Ouais. Dans un contrat, on dit le minimum, c'est ça. Maintenant, c'est le maximum qui est de 15%. C'est-à-dire qu'on peut négocier à moins de 15%. Et en plus, nous n'avons quasiment pas de contrôle du tout sur ces sociétés. Pas de participation significative. Des gens qui étaient moins instruits, qui connaissaient moins le monde, ont négocié le contrat de CBG. CBG, c'est 49% de droit de la Guinée. Ouais. 49%. Exact. 51% pour les partenaires. Eh bien, si nous avons développé simplement des modèles du genre 4-5 CBG en Guinée, on ne parlerait même plus d'usine d'aluminium. On parlerait d'usine d'aluminium aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes créés les problèmes que nous avons. Alors du coup, nous n'avons pas créé les conditions de la fourniture d'eau, d'électricité dans les zones dans lesquelles ces sociétés sont implantées, la création de petites unités industrielles pour les jeunes de ces régions. Très bien. Ça, c'est le drame que nous avons. Très bien. C'est ce que nous amène aujourd'hui. Monsieur Touré. Dans laquelle nous sommes. Oui. Monsieur Touré, alors, moi je vous écoute, ça fait davantage mal, cette description que vous nous faites, ça m'amène quand même à... Même si c'est une réalité, mon cher en rajouter une triste réalité. Une réalité. En rajouter une seconde question à la première que j'avais déjà.
c'est la question de notre code minier et de tout ce qui l'entoure en termes de réglementation de l'investissement en Guinée. Que faut-il faire? Parce qu'on sait quand même que dans le contexte où ce code minier a été revu, c'était pour attirer plus d'investisseurs et on l'a rendu flexible, on l'a assoupli, certainement beaucoup trop, à vous entendre ce matin. Que faut-il faire désormais pour garantir plus de bénéfices à la Guinée? Ça, c'est la première question. Je vais en poser une seconde. C'est celle sur le contenu local. Nous pouvons l'observer sans être spécialistes. Partout en Guinée, le cri il est le même sur le contenu local. Les populations riveraines se plaignent. Les populations guinéennes, en général, se plaignent d'être mises sur le carreau. La situation est donc générale sur l'observance de la lettre de politique nationale sur le contenu local. Que faut-il faire, justement, pour évaluer le niveau d'application de notre réglementation sur le contenu local et permettre une meilleure prise en compte pour l'avenir? Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a fait un bon texte sur le contenu local. Et encore une fois, c'est toujours le texte qui précède la préparation du succès du texte. Ça, c'est un peu le problème. Bon, Lamine est un entrepreneur. Avant de faire une déclaration sur un problème, il faut d'abord travailler à la certitude, en tout cas la certitude entrepreneuriale, de la réussite du projet. C'est vrai, on a fait un bon texte, mais nous n'avons pas mis en place les mécanismes pour nous assurer que ce texte sera effectif en termes d'emploi, en termes de formation spécialisée et en termes de couverture, sinon de la Guinée, au moins des zones locales dans les compétences requises. Eh bien, c'est vrai que lorsqu'on a raté quelque chose, il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit parfois de contourner. Donc, le contenu local, si nous disons il faut que les Guinéens aient toutes les compétences que doivent avoir les expatriés qui viennent pour qu'on puisse les prendre en tant que sous-traitants ou en tant qu'employés, on ne les prendra jamais. Eh bien, au niveau de la CBJ, par exemple, eh bien, quand j'ai lancé le projet des très petites entreprises, eh bien, j'ai pris d'abord les domaines dans lesquels il n'y avait pas besoin d'une très grande spécialisation, mais on est allé aussi petit à petit dans les domaines où il fallait avoir plus de connaissances. Seulement, nous les avons formés et nous avons aussi attribué une partie des contrats de la société à ces petites sociétés locales. C'est-à-dire, par exemple, un tiers des travaux de sous-traitance que nous avions qui n'étaient pas hautement spécialisés, pour lesquels il fallait plusieurs années pour pouvoir remplacer, étaient dédiés à ces très petites entreprises pour qu'elles soient viables. Donc le contenu local, j'allais dire, bon, nous ne sommes pas dans une dictature, mais le contenu local, il faut parfois un peu créer les conditions de son imposition, de son fonctionnement. Bien. Et ça, c'est une volonté politique, c'est une volonté claire qui doit être exprimée, que les entreprises ont l'obligation, entre guillemets, de former le personnel local pour que ce personnel-là soit capable de les servir. Si cette condition n'est pas travaillée avec les entreprises, eh bien, il n'y aura jamais de formation au métier dans ces zones. C'est ça le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on a une multitude de sociétés, et notamment dans la région de Bokeh, et maintenant dans la région de Kidia aussi, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Télémélé, entre autres, voilà. Voilà. On a une opportunité extraordinaire de développement industriel de petites sociétés industrielles. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Il faut donc y réfléchir, travailler sur le comment on va faire ça, et puis comme ça a été, on n'a pas prévu cela dans les contrats et les conventions, travailler avec les sociétés minières sur quels sont les besoins, comment dirais-je, des métiers, ça on les connaît, et dire, bien, à l'horizon 2 ans, 3 ans, nous voulons que 100% de vos besoins sur tel métier soient satisfaits par le local. Bien. Eh bien, dans l'horizon 3 ans, on veut qu'il y ait au moins 80% de vos besoins qui soient. On ne devrait pas avoir, par exemple, de grutiers qui viennent de l'étranger. On ne devrait pas avoir d'électriciens.
on ne devrait plus avoir de mécaniciens. Vous comprenez, on ne devrait plus avoir de soudeurs. Eh bien, s'il n'y a pas de soudeurs guinéens compétents dans ce secteur-là, c'est dire que dans 2 ans, il faut que 100% de vos soudeurs soient guinéens. Voilà. Kemoko, pour réaliser cela. Voilà. Kemoko Touré, à l'instant, spécialiste question minière. Il est en direct ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed. Oui, monsieur Kemoko Touré, l'autre défi qui arrive, c'est bien les obligations aujourd'hui d'aller vers la construction des raffineries qui peuvent aussi être un autre facteur d'emploi ou de création d'emploi, mais les compétences vont être recherchées. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, puisque vous êtes main dans la pâte, que les possibilités sont là aujourd'hui pour aller vers la construction de ces raffineries? Les possibilités techniques sont là, mais vous savez, on parle souvent de si on construit des raffineries, il y aura plus d'emplois, etc. Eh bien, la bauxite crée plus d'emplois que les phases suivantes. Si les phases suivantes sont plus demandeuses en termes d'énergie et moins en termes de personnel. Mais en fait, le problème, c'est que si la Guinée avait été fortement représenté dans 4 ou 5 acteurs locaux, acteurs miniers puissants, et la Guinée aussi puissante dans ses actions, comme la CBG par exemple, eh bien, on peut dire que pratiquement chaque acteur aurait pu construire une usine d'aluminium. Ouais. Là, CBG, 50 ans après quand même, il faut le rappeler. Voilà. Si aujourd'hui la CBG construit une usine d'aluminium, eh bien, la Guinée est fortement impliquée dans cette usine d'aluminium. Donc le produit de cette usine d'aluminium, la Guinée en bénéficiera de manière forte, parce que c'est une société de laquelle elle détient 45% qui va construire l'usine d'aluminium. Donc ça signifie que la Guinée va avoir des revenus importants, il y aura de la création d'emplois bien sûr, mais il n'y aura pas que la création d'emplois, il y aura du développement industriel spécialisé lié à la raffinerie. Monsieur Touré, je vais poser 2 questions. D'abord sur la formation. On s'étonne aujourd'hui que ça continue à se poser dans les mines, parce que nous sommes dans la région de Boké, la région qui abrite l'Institut des géomines. Il s'est dit que jusqu'à présent, notre école ne forme pas sur les emplois qui sont sollicités dans les mines. Ça, c'est notre question, Jacques. Non, mais ça a toute son importance, parce que si on dit contenu local, il faut en même temps que nous ayons de la ressource à donner aux compagnies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il va falloir retravailler sur les contenus des programmes sur place et peut-être même ne pas avoir honte, pourquoi ne pas s'ouvrir aux autres pour avoir de la qualification sur place dans la formation qui est donnée? Là-dessus, j'ai même l'impression que c'est le ministre Alpha Bakar qui apporte plus d'ouvriers aujourd'hui aux miniers que l'enseignement supérieur. Oui, on peut dire qu'il y a des insuffisances, mais je pense qu'il n'est pas totalement exact de dire que, par exemple, l'Institut Géomine ne forme pas des personnes dont les mines ont besoin. Vous avez des géologues là-bas, vous avez des métallurgistes, je les connais parce que j'ai été donc responsable quand même d'une société, et donc je sais qu'il y a de la ressource. Mais naturellement, maintenant certains vont dire, ah oui, mais bien sûr, ils sont conformes à la baisse du niveau de formation en Guinée, mais ce sont des techniciens, et on en a. Il y a aussi des centres de formation professionnelle qui ne sont pas parfaits, mais qui forment aussi des techniciens. Et c'est vrai qu'actuellement, avec aussi la multiplication des écoles régionales des arts et métiers, et aussi surtout de la mise à disposition d'équipements, nous aurons des techniciens qui savent utiliser ces équipements. Bien. Voilà. Donc, CBG, par exemple, j'avais mis des chargeuses usagées aux mines, à l'Institut Géomine. J'en avais même donné à certains centres professionnels parce que quand on a appris la théorie, un technicien il doit travailler sur du matériel. Donc un mécanicien qui est formé dans un centre, il faut qu'il sache démonter par exemple un moteur de chargeuse. Voilà, mais il n'avait aucun équipement. Et ça c'est un problème de pratique de la formation. Oui. Alors, je vais vous faire réagir sur le rapport de l'ONG publié, ce que vous payez. Il y a un aspect à l'intérieur qui nous a interpellé la dernière fois. Depuis sous Alpha Condé, on disait on ne savait pas combien nous exportions, combien et quelle qualité nous exportions. Aujourd'hui, le même problème continue à se poser. Comment est-ce que
d'abord vous le comprenez et comment envisagez-vous finalement sortir de cette situation? Écoutez, moi je n'ai pas particulièrement regardé ce rapport, mais ce que je veux dire sincèrement, j'ai souvent entendu parler de ça. Je trouve que c'est une honte que nous ne sachions pas ce qui est exporté. Ouais. Cela veut dire que nous sommes, en ce moment-là, si cela est exact, ça veut dire que nous sommes vraiment une république bananière. Eh ben oui, il n'y a pas d'autre mot, hein. Parce qu'il est inimaginable. Ben oui. Inimaginable, dans un pays indépendant, souverain, avec toutes les structures d'organisation, que quelqu'un vienne prendre les mines, les amener et déclarer ce qu'il veut. Ça veut dire que la corruption en ce moment-là est à tous les étages de notre système de fonctionnement. C'est gravissime. C'est gravissime parce que déjà, on a très peu de valeur ajoutée sur la bauxite. Si en plus, on nous vole dessus, ça veut dire qu'on ne s'en sortira jamais. Et le problème que j'ai, c'est qu'on parle de tout ça, mais moi, je n'ai jamais vu de sanctions de qui que ce soit. Justement, parce que c'est nourri au plus haut niveau. La chaîne, toute la chaîne en ce moment-là qui est corrompue. Ça n'est pas normal. Parce que les mines, ce n'est pas un secret. On fait de l'extraction. Quand on fait de l'extraction, on change les camions qui amènent au port. Au port, il y a des pompes bascules. Quand il y a des pompes bascules, on pèse. On a pesé, on met sur des barges. Bien. Maintenant, avant d'envoyer dans les barges, il y a des systèmes de mesure de contenu en alumine. En alumine, en fer, en silice. Vous voyez, il y a des... Vous savez, c'est le pourcentage. Nous avons une bauxite qui est extraordinairement bonne. C'est comme notre fer. Parce qu'en fait, plus il y a de silice de fer, plus il faut d'énergie pour transformer la bauxite en alumine. Eh bien, nous avons un niveau de silice très bas et un niveau de fer très bas. Parce que nous avons des teneurs autour de 40-45%. Un pays comme l'Australie, ils ont des teneurs autour de 27 et 30% maximum. Nous sommes un pays de bauxite. Mais si nous continuons comme ça, dans 100 ans, nous allons tout exploiter et n'avoir rien gagné. Ouais. Eh bien, je dis qu'il y a quand même des laboratoires. Si on va sur le laboratoire du voisin, la CBG a un laboratoire où on mesure le taux d'alumine avant d'exporter. Justement. Voilà. L'autre irrégularité, M. Touré, si vous permettez, constater dans ce rapport, c'est aussi par rapport à la déclaration des prix de la tonne. Ça dépend de la société. Est-ce que l'État ne pourrait pas contrôler cela, uniformiser les prix quand certaines sociétés déclarent $2 la tonne ou bien quand d'autres déclarent $35? Comment peut-on comprendre cette... le fait qu'il n'y ait pas d'uniformité, d'uniformisation des prix. Il appartient à la Guinée de se battre sur son terrain. Un contrat, c'est deux parties. Ce sont deux parties. Eh bien, lorsque vous avez deux parties, chaque partie prépare en fonction de ses intérêts. Et donc, je reviens tout au cas de la CBG, eh bien, il y a deux parties qui négocient pendant des mois et des mois pour faire des contrats sur 15 ans. Eh bien, ces contrats sur 15 ans, il y a un minimum au niveau du prix de la tonne, et puis il y a une formule de révision. Mais aussi, cela se fait en la connaissance du marché et de l'évolution de ce marché. Mais nous aussi, Guinéens, nous avons la capacité d'analyser ce marché. Eh bien, nous pouvons dire qu'on ne peut pas accepter que notre bauxite soit vendu à moins de temps. Ouais. Seulement, quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut aussi avoir préservé vos intérêts dans ces sociétés. Mais quand vous avez une société dans laquelle vous avez 10%, vous n'avez aucun pouvoir de vote. Vous n'avez aucun pouvoir technique dans cette société. Ouais. Eh bien, il est difficile de se battre. Ouais. Évidemment. Par exemple, la Guinée peut se battre parce qu'elle est à égalité avec des partenaires. Ouais. Même si elle n'est pas majoritaire, voilà, il faut le rappeler quand même. Même si, voilà, non pas parce qu'elle a payé l'argent, mais parce qu'elle s'est battue
sur ces droits du sol. Le sol, c'est la souveraineté. Nous avons, sous le régime précédent, le problème, une des erreurs commises, ça a été de bailler des éléments de notre souveraineté. Ouais. C'est-à-dire le sol de la région de Boké, la région de Kibia, eh bien, ces sols-là ont été baillés, mais sans une contrepartie suffisante. Le port, par exemple, c'est aussi un élément de souveraineté. Il faut que nous réfléchissions sur ces éléments-là, et en plus, ce sont même des éléments de sécurité nationale. Oui, bien dit. Monsieur Touré, il était avec nous, Kimoko. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage ce matin. Monsieur Touré, on aimerait vraiment vous avoir en studio ici, évidemment. Ça serait une autre occasion, évidemment, pour revenir en tout cas sur tout ce qui est question minière, mesdames et messieurs. Les grandes gueules avec vous. On va revenir à 10h avec d'autres angles, évidemment, à développer avec toute l'équipe. Et puis, on s'intéressera aussi à ce tout sujet. Nous partons du côté de Kaloum ce matin, où il y a du nouveau du côté de Kaloum, évidemment, à la mairie. Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Tous les soirs, retrouvez l'intégralité de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur X, vous êtes sur Telegram, entre autres, avec Sola Média. Évidemment, le call QR qui s'installe juste là. Vous avez la possibilité de vous abonner. Comme ça, vous avez l'émission en intégralité, évidemment, via votre téléphone. Scannez ce call QR et puis avec plaisir, vous allez nous avoir en direct dans cette émission, mesdames et messieurs. Nouvelle défection, donc, dans les rangs des conseiller de la commune de Kaloum, Fousseni Kone a déposé donc sa lettre de démission hier, 1er novembre, de ses fonctions au sein de la municipalité. Tout est parti donc d'un vieux mémorandum datant de juin dernier. Dans le document, 25 conseillers portaient de graves accusations à l'encontre donc du maire et du secrétaire général en poste depuis 10 ans. On lui reproche donc des ingérences et des graves prévarications, donc des interpellations restées muettes jusqu'à ce jour. Fousseni Kone, agent de développement auprès de la commune de Kaloum. Vous allez l'entendre ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Avant de continuer, évidemment, des spécialistes qui vont intervenir un peu plus tard dans notre émission ce matin. Dans le premier temps, vous avez écouté monsieur Kimoko Kone, monsieur Kimoko Touré, pardon. Et puis un peu plus tard, nous allons joindre donc Mamadou Saïdou Bari. Il est donc le DG BSD Mines, ancien DGA donc des projets miniers. Vous allez l'entendre ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On a écouté M. Kimoko Touré, comme je le disais à l'entame de l'émission, qui a fait ses preuves du côté de la CBG. Exactement, c'est un monsieur respectable, comme vous le savez, il a l'expérience et il sait ce qu'il dit quand il parle, vous comprenez clairement ce qu'il a envie de dire. Et même s'il ne veut pas dire certaines choses, vous comprendrez qu'il ne veut, par décence, tout simplement pas l'évoquer. Sauf que moi, j'ai tout autre avis sur la question minière. Moi, j'estime que les mines, ce sont des ressources maudites. Et les populations qui abritent ces mines-là sont des populations maudites. En réalité, je vous explique, ça envoie la corruption. Je vous explique. Mais attendez quand même là. Non, mais entre guillemets, alors je mets entre griffes. Je le mets entre griffes. Oui, mais quand même. Mais il est fou ce garçon-là. Non, je suis pas fou. Nous, on n'est pas maudits, mon petit. J'ai dit c'est une population maudite. Je ne sais pas si vous êtes dedans ou si vous n'êtes pas dedans. Je suis de Boké. Mais ce que je suis en train de vraiment. Ah, ok. D'accord. Mais quand même. Contrôle-toi un petit peu quand même. Deuxième degré. Il n'a pas de phrase, ce garçon-là. Il n'y a pas de problème. D'accord. Vous allez me retirer la parole à cause de ça? Non, mais pas du tout. Je continue. C'est l'indépendance ici. Alors, je suis en train de dire que les mines, ça amène la corruption et la dépravation. Là, vous êtes d'accord avec moi? Tu peux pas dire que la mine est maudite. Mais quand même, Bon, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Il est terrible, ce garçon. Parce que si les mines sont maudites, dès que les zones minières sont maudites et que les populations de Boké, d'où la mine est ressortissante, sont maudites, ça veut dire que la mine... Vous savez, il est fou. C'est ce que je suis en train de dire. La règle, c'est les populations majeures et la conclusion. On va faire du syllogisme rapidement après, on va continuer. Les populations qui abritent des mines sont maudites. Or, la mine est membre d'une population qui abrite des mines, donc la mine est maudite. Eh bien voilà. Très bien. Voilà. Sauf que même si mon médaille, vous n'allez pas regretter ma mine ce matin. Et je m'appelle la mine. Je suis en train de dire que la mine n'est pas là. En tout cas, les mines n'ont pas bonne mine là-bas. Pour la précision, la mine est de la communauté, elle n'est pas de la population. La mine ne vit pas à Boké. De toute façon, je suis en train de dire, pour être un peu plus sérieux, je suis en train de dire que partout où les mines se retrouvent, c'est souvent, ça envoie à la corruption.
corruption et ça envoie la dépravation. Vous savez ce que je suis en train de dire. Et ça envoie surtout les conflits. Les conflits peuvent être des conflits majeurs ou des conflits mineurs. Je pense par exemple au Congo. Depuis Zaïre jusqu'à présent, on a des problèmes dans les mines. Et c'est le principal problème du Congo. Ça fait des dégâts. Ces mines et ça fait énormément de dégâts. Je pense à l'époque, dans les temps, à la Bolivie. Je pense à la Sierra Leone qui a vécu les guerres civiles. Je pense à la Guinée où on n'a pas encore un conflit à cause des mines. On n'a pas une guerre civile à cause des mines. Mais on a une corruption. Nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus à cause des mines. Parce que notre développement, on veut le baser sur justement nos mines. Et quand on sait que d'après même des études, les mines, les ressources minières participent à ralentir la croissance économique d'un État, on le sait tous, mais on ne veut pas développer autre chose que les mines parce que c'est là où on peut trouver l'argent facile. Et quand l'argent peut se trouver facilement, ça envoie de la conflit. Ces populations, partez aujourd'hui, Tamba était en train de le dire, du côté de Bofa, de Boké, il y a énormément de sociétés minières, mais c'est une ville où moi je n'ai pas du tout envie. Non, parce qu'il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Il l'a dit, Kemoko, tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de contrôle en fait. On n'a pas de visibilité. On ne peut pas contrôler parce que c'est l'argent qui contrôle la mine. C'est ce que je suis en train d'expliquer. En fait, c'est la corruption. Il n'y a pas un secteur plus corrompu. En fait, ça fait partie des secteurs les plus corrompus aujourd'hui, le secteur des mines. Vous le savez, si on le dit ou on ne le dit pas. Pour obtenir un permis d'exploitation, il faut corrompre. Pour exploiter, après avoir obtenu le permis, il faut corrompre. Quand vous rencontrez la population civile, il faut corrompre. Quand vous rencontrez qui que cela soit sur toute la chaîne, il faut corrompre pour pouvoir travailler. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est la triste réalité, on le sait. Des grandes gueules. C'est la réalité. Donc les mines, ça apporte la corruption. Et j'étais en train de dire de l'autre côté qu'aujourd'hui, dans ces villes-là, moi personnellement, je n'ai pas envie d'y vivre parce que c'est pas agréable d'y vivre en fait. Quand vous sortez de votre voiture, je suis arrivé la dernière fois à Kamsa. Oui. Je le sais, la mine. Quand même, Mohamed, mais sincèrement. Vous avez envie de vivre à Boké, vous? Évidemment. Et pourquoi vous n'y vivez pas? Mais parce que je travaille ici. Non, parce que. La mine. Oui, parce attention, que je travaille ici. Attention, la mine. Ici, Boké, c'est pas quand même là, enfin. On ne va pas faire ce débat là. On va pas faire ce débat là, Mohamed Ali. Ne mettez pas le débat sur vous. Mais aujourd'hui, la mine, c'est vrai que c'est pas agréable de vivre à Boké. C'est pas du tout agréable de vivre à Boké. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Non, mais je le sens, la mine. Partez à Kamsa, vous sortez de votre voiture climatisée. Vous ne pouvez pas tenir 5 minutes dehors. C'est ça la réalité. Il fait tellement chaud. Si nous on prend notre indépendance aujourd'hui, vous êtes morts là. Qu'est-ce que vous racontez? Mais voilà, à un moment ça commence à bien faire. Mais voilà. Tu fais mal de poser la question. Allez-y. S'il souhaite vivre à Boké, il ne souhaite même pas vivre à Conakry. Il est en visite, la mine. Il a élu de... Mais t'as pas sérieux quand même là. Allez-y, Mohamed Ali. Non, mais c'est ce que quand même. Il parle de Boké, tu sais que c'est pas agréable. Comment ça, c'est pas agréable? En saison sèche, la mais saison sèche. On va pas faire ce débat, s'il te plaît. On a été chez vous à Nîmes, si on ne le dit pas, on ne les aide pas. Voilà. Si on ne le dit pas, on ne les aide pas. Aujourd'hui, ce qui faisait des grandes gueules. Aujourd'hui, ce qui faisait la fierté des mines. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Le temps de contrôler la troupe. On va nous écouter à l'international, mesdames et messieurs. Continuez à Xer sur X. Ça se passe là, évidemment, sur le hashtag espace GG. Avec Mohamed Ali, nous allons continuer l'émission. J'espère qu'il se contrôle maintenant. Allez-y, Mohamed Ali. D'accord, je me contrôle. Alors, je suis en train de dire pour terminer qu'aujourd'hui, dans ces villes, ce qui faisait la réputation et qui faisait que tout le monde avait envie de vivre à Fria, à Boké, c'est parce qu'il y avait les cités, justement, et parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait d'électricité que dans ces cités. Il y avait ceux dont on n'avait pas accès ou ceux dont les autres n'avaient pas accès. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Personne ne les envie. Et surtout que les cités, on est même sorti des cités. Aujourd'hui, les travailleurs habitent hors des cités dans ces zones-là. Du coup, dans certains cas, hors des cités. Donc, on ne les envie plus, en fait, en réalité. Ceux qui travaillent, l'organisation d'avant qui faisait qu'on enviait les villes qui abritaient les sociétés minières, je pense que c'est en train de se dégrader au fur et à mesure. Et du coup, le mythe est tombé. Merci donc pour le mot. Le mythe est tombé. Et encore une fois, moi, personnellement, pas du tout envie d'aller vivre dans ces villes où il y a des sociétés minières. Parce que les conditions sanitaires, tous les jours, on fait des reportages. Et Bouller, s'il était là, il allait en témoigner. L'autre jour, on passait un reportage sur ce qui vivaient ses parents du côté de Sangaridi. Du côté de Bouléré, d'ailleurs. Du côté de Bouléré. Et même ces éleveurs qui n'arrivent plus à trouver de l'eau pour les animaux. À plus forte raison, les êtres humains. Donc, ça devient suffisamment grave. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Ça, c'est le côté pervers de l'exploitation minière. La responsabilité à qui? La responsabilité d'abord à notre État. Parce que c'est l'État qui a la première. Oui, mais après, quand vous dites l'État, c'est
c'est assez facile parce que l'État, c'est impersonnel. C'est tout le monde. On va dire c'est vous, c'est moi. C'est ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui. Il faut... Non, c'est qui l'État aujourd'hui? On va dire c'est Mamadi Doumbouya. De bonnes décisions. Non, mais c'est ce que je dis. Quand on dit, on va dire c'est Bernard Gomou. On va condamner le ministre des Mines. C'est pas nous quand même. Parce que moi, je ne suis pas ministre des Mines. Je ne suis pas ministre des Mines, je ne suis pas ministre, je ne suis pas directeur. C'est eux, c'est les gouvernants. Parce qu'ils ont c'est qu'il y a une réalité, Mohamed Ali. La sécurité des populations. Mais nous, les populations, avons la responsabilité de les amener à sécuriser notre sécuriser notre sécurité. Oui, effectivement. Mais nous faisons notre rôle. Est-ce que tout le monde le fait? Justement. En réalité. Donc, en fait, la question que la faute à personne. La faute à quelqu'un. Non, la faute à personne. Non, la faute à quelqu'un. Attendez, c'est qu'il dit, parce qu'il dit quand on dit c'est l'État, définition de l'État pour lui, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Oui, mais au-delà de cela, on sait quand même ceux qui sont à la gouvernance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la faute à l'État. Mais c'est qui l'État en réalité? L'État, ils sont là-bas. Il faut qu'on sorte de ce concept-là. Il faut qu'on sorte de ce concept-là. Cette conception de l'État. C'est ça le concept d'Aouda Mohamed aujourd'hui. Il faut qu'on la surpasse désormais. Vous allez tenir le ministre des Mines pour responsable de ce qui se passe à Boké? Il est en partie responsable. Il est en partie responsable. Vous allez le président actuel est en partie responsable. Ceux qui l'ont précédé sont en partie responsables. Moi, je ne suis pas responsable. Jacques n'est pas responsable. Toi non plus, tu n'es pas responsable. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ça ton devoir. Interpeller sur la situation. On le fait bien. Maintenant, est-ce qu'il nous revient, nous, de prendre ce qui revient aux communautés, d'investir dans les communautés? Ça, ce n'est pas notre rôle. Du tout. Ce n'est pas nous qui contrôlons. Du tout. Il y a le ministère, il y a des services, il y a des structures qui sont chargées de cela. Voilà. Lorsque ces services ne le font pas, lorsque le ministre ne contrôle pas, lorsque le directeur ne contrôle pas, lorsque l'État fuit à sa responsabilité, vous pensez que c'est moi qui suis assis dans ce petit studio qui suis responsable de cela? Non, je n'en suis pas responsable. Et ce qui reste clair, il faut aujourd'hui rappeler quelque chose. Ce n'est pas, Kimoko l'a dit clairement et très brillamment d'ailleurs. Vous pensez que l'actuel ministre des Mines ne sait pas tout ce que Kimoko a dit sur les problèmes, les causes des problèmes qu'on a d'une compagnie minière. D'une compagnie. Voilà. Vous pensez aujourd'hui que ceux qui ont précédé Magasuba à la tête de ce département, vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer la donne dans les communautés? Ils le savent bien. Mais puisque nos gouvernants en grande partie sont actionnaires dans ces sociétés, ça leur plaît bien que les sociétés tirent beaucoup profit et qu'il y a toujours des conflits dans ces communautés, et c'est ce qui leur permet de vivre bien. Alors vous allez voir là où je vais en venir. Quand il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sortent, ils manifestent, ils obligent à ce qu'il y ait de l'électricité. Tout homme qui a une portion de pouvoir, pour répéter ces grandes royales, a tendance à en abuser. Ceux qui sont là, ce sont des êtres humains qui sont amenés dans la corruption. Donc quand je dis que c'est l'État ne peut pas continuer, oui, nous sommes en train de dénoncer, mais nous faisons notre part. C'est ce que je t'explique. Voilà. Mais est-ce que les autres membres de notre communauté, de notre population, font leur travail? Le jeune qui représente la communauté et qui est élu maire ou qui fait partie de l'exécutif, qui détourne l'argent qui devrait aller à la communauté, par exemple, est-ce que c'est lui l'État? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Il est État parce qu'il a été responsabilisé. Il a été responsabilisé, il devient l'État. Parce que moi, on ne m'a pas donné. Toi non plus, on ne t'a pas donné. Moi, on ne m'a pas donné parce que je ne fais pas partie. En quoi on peut te prendre responsable? Mais non, tu fais partie, tu es Guinéen quand même. Tu es Guinéen, mais tu n'es pas celui qui ordonne là. Tu n'es pas celui qui a cette gestion. Sincèrement, je suis très fier de toi. Pour une fois, on arrive à le calmer à travers les mots. Allez-y, Madame Diéro. Allez-y. Il faut dire à Mohamed Ali que l'État, quand il veut jouer son rôle, il le joue pleinement. Récemment, on a vu que l'État a pris des dispositions. Il a remarqué que depuis les 65 ans, là, depuis qu'on est indépendant, les sociétés minières s'installent, ces sociétés ne construisent pas leurs sièges. Et c'est quoi la décision qui a été prise par l'État? C'est que désormais, vous allez construire vos sièges respectifs. C'est ça l'État. Est-ce que c'est toi qui peux prendre cette décision-là? Non. C'est pas toi qui prends cette décision. C'est l'État qui prend cette décision. Et à partir de ce moment, l'État a tapé du poing sur la table désormais et on a donné un délai. Je pense qu'il faut le dire. Et ce citoyen à qui tu reproches de ne pas bouger le petit doigt, peut-être qu'il n'a pas eu la chance comme toi d'aller à l'école, de connaître ses droits, de savoir ce qui lui revient, par exemple, quand on lui prend ses terres. On leur prend leurs terres. Ils ne peuvent plus cultiver.
ils n'ont plus leurs arbres, ils n'ont plus leurs champs, ils ne peuvent plus rien faire. Et généralement, ils ne savent même pas que même l'arbre là coûte plus cher que quelquefois autre chose. Et qu'on doit lui payer. S'il y a 5 arbres sur sa parcelle, on doit les payer. Et ce citoyen-là n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Il ne connaît pas ses droits. Et tu sais quelquefois qui viole ces droits-là, c'est cet État-là, à travers ces agents qui sont sur le terrain, qui prennent, ces agents-là qui prennent ce que les indemnisations de ces populations et les bouffent et lui donnent des miettes. C'est pour te dire que si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas les réclamer. Je suis particulièrement étonné que ce soit vous qui argumentez de cette manière-là. Parce que je suis en train de dire que si on laisse l'État faire ce qu'il veut, eh bien nous serons tous des opprimés. C'est pourquoi vous êtes dans la société civile. On ne laisse pas l'État faire. Quel est le rôle de la société civile dans ce cas? Mohamed Ali. Je suis en train de vous dire. Mohamed Ali. La société civile, ça fait pas partie. Attendez. C'est pourquoi des influenceurs des décisions de l'État existent. Vous en faites partie. Grâce à ton travail. Grâce à votre travail, notamment de la société civile. Pourquoi on ne les responsabilise pas dans ce cas alors? Pourquoi les associations, les organisations au nom des différentes communautés dans ces villes-là ne s'organisent pas pour dire vous êtes en train de dégrader Bokeh? Les ressortissants de Bokeh ne se mobilisent pas pour le dire. Mais je suis en train de dire. Alors quand on dit c'est l'État, est-ce que c'est l'État? Pourquoi ils ne le font pas? Tu me sembles être dans un profond sommeil. Non, je ne suis pas dans un sommeil. Dans un profond sommeil. Ce que je suis en train de dire. Moi, je dis que si l'État le fait, c'est parce qu'on laisse l'État le faire. J'ai l'impression que c'est trop facile de dire c'est l'État. C'est ça, j'ai l'impression que tu ne suis pas les actions. Non, je t'ai écouté pendant 3 minutes. J'ai l'impression que tu n'observes pas ou tu ne vois pas les actions qui sont menées dans ces communautés. Bien. Il y a bel et bien des groupements, il y a des structures, des jeunes, des femmes entre autres. Mais puisqu'ils ne savent pas d'emblée, alors dis-moi aujourd'hui, ce qui doit leur revenir de droit. Dis-moi, je te pose une seule question. Dis-moi aujourd'hui, Bokeh qui a des intellectuels comme Lamine, dis-moi, il y a combien d'actions en justice contre combien de sociétés minières pour ce qui se passe à Bokeh? Parce que vous et moi, nous ne sommes pas d'accord. Vous avez les chiffres? Vous avez les chiffres? Je veux des chiffres, Lamine, par exemple. Ce matin, Mohamed, ça va pas. Ça glisse. Qu'est-ce qui est triste de ce que je suis en train de dire? Ça glisse. Ah, ok. Sincèrement, bah oui. Les grandes gueules. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Mais non, je responsabilise la société civile. T'as pas les chiffres, tu es en train de patauger tout seul. Ouais. Ok, Antoine nous manque ce matin parce que tu prends le mur là ce matin, mon cher ami. Allez-y, Tamba. De toute façon, j'ai le record des murs. Ah ben voilà. Et ben voilà. Il se félicite même. Allez-y, Tamba. Voilà. Alors, c'est un bon débat de théorisation sur l'État. Que tu ouvres là. Oui, parce que après ça dépend de l'école à l'intérieur de laquelle on veut bien s'inscrire. Si, comme l'autre théoricien, je ne me rappelle plus le nom, l'État pour toi, c'est, si tu veux, ce groupe de personnes qui prennent au fort pour donner aux pauvres, alors on n'est pas l'État. Mais si l'État, c'est l'ensemble d'un corps politique, ça c'est le communisme, d'un corps social et d'un corps travailliste, si c'est cela l'État, alors oui, on est bien l'État. Mais attention, encore que chacun, à une certaine échelle, ait des prérogatives qui sont limitées sur l'intervention. Par exemple, nous, ce que nous faisons, c'est ça. On alerte, on dénonce. Les sociétés civiles font pareil. Tout à l'heure, on parlera de Action Mine qui fait la même chose. C'est d'ailleurs ce que je reproche aux sociétés civiles guinéennes. On est trop politisés. Certains même, la plupart d'ailleurs, c'est des acteurs politiques qui ont revêtu le sceau de la société civile et qui portent un combat politique à l'intérieur de la société civile. Ouais. Et ça fait que les sociétés civiles ne deviennent plus audibles. Sinon, il y a de vrais enjeux. Je donne un exemple. Un exemple. Sur la question de la pollution, sur la question comment on appelle ça, des nuisances sonores. Les gens qui habitent l'aéroport, par exemple. Une bonne société civile responsable aurait déjà dû faire une étude et exiger par exemple de la SOGEAC et donc des compagnies minières qui s'installent là, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent bénéficier de cela. D'insonoriser par exemple les fenêtres là-bas, Bessia et tout ça, je donne des idées. Il y a quand même tout un tas de choses qui peuvent se faire à travers la société civile, mais rien n'est fait. Mais pour revenir au débat et pour le clore de mon point de vue, mon cher Mohamed Ali, tu vois, parfois tu nous prêtes trop de pouvoir.
alors que la plupart ici ne décident même pas de la quantité du sel qui doit se retrouver dans leur sauce. C'est quelqu'un d'autre qui décide à leur place et on ne peut même pas changer la donne. Il suffit que madame ne soit pas contente pour qu'elle te mette plus de sel ou plus de piment. Et donc tu vois un peu qu'à un certain moment, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Mais plus sérieusement. Les grandes gueules. On a écouté ce très bon monsieur, monsieur brillant, lumineux. Chaque fois qu'il prend la parole sur les questions minières, c'est toujours un brin de lumière qu'il apporte. Et j'espère vraiment que le président de la République, j'espère vraiment que le ministre des Mines qui s'est mis... Je pense qu'ils sont au courant quand même. Voilà, parce que la mine, Magas, il vient de quelque part quand même. Mais vous savez, quand vous êtes dans l'action, vous n'avez pas souvent tout le recul nécessaire. C'est là l'intérêt des bons conseillers. C'est vrai. Parce que quand vous êtes dans l'action, ça vous captive, ça vous absorbe, mais complètement. Le temps de la lucidité et du recul, vous êtes un acteur. Et c'est différent du regard de l'observateur externe qui peut avoir un regard plus lucide, plus sérieux, et donc un meilleur regard sur la situation. Des gens comme eux, je n'ai de cesse de le dire, il faut les interpeller. Et évidemment, ce qu'il relève ici, c'est qu'il faut revisiter notre code minier. Ce qu'il relève ici, c'est qu'il faut re-questionner la question de la politique nationale sur le contenu local. La revue dont je parlais pourrait bien s'inscrire à l'intérieur. Il faut ce temps de réflexion, ce temps de décision et ensuite un temps d'action à devoir prendre. Mais plus loin la mine. Il évoque un gros désordre dans le secteur des mines. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Cette pléthore qu'il évoque, rien que BOFA, des sociétés minières la et tout petite ça. BOFA, cette pléthore de sociétés minières qu'il y a là, ça ne va pas enrichir les gens. Et je disais à Mohamed Ali qu'il est juste quand il dit que les mines, c'est une malédiction. Et là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sa façon de dire que les populations riveraines sont maudites. Alors, mais ça a tellement de sens, la mine, ce qu'il est en train de dire. Malédiction pour la nature. Incroyable. Bokeh, aujourd'hui, on connaît des cas où certains cours d'eau, d'abord, on tarit, d'autres ne sont plus utilisables dans le domaine de la consommation. Ce n'est plus possible. Voyez ce qui se fait au Congo. C'est peut-être loin de nous, mais c'est très évocateur de la question minière. Avec le cobalt, le coltan qui est exploité de ce côté-là, notamment avec les ingérences rwandaises et tout ce qu'il y a derrière, la mine, ce Congo-là est en feu aujourd'hui parce qu'il y a ça et que c'est mal géré. Mais le problème, c'est pas d'avoir des mines. C'est pas ça le problème. La mine permet, je veux terminer avec ça. Le problème, c'est pas d'avoir des mines. Certains, parce que là on parle de mines, mais le pétrole c'est autant une ressource naturelle qu'on peut utiliser. Certaines sociétés, certains pays ont réussi à tirer profit de ça, mais la corruption est une gangrène. La corruption est une gangrène, la mine. Et on ne veut pas faire de sérieux avec. Voyez ce que la Guinée a choisi de faire. Allons vers la solution de la facilité, c'est les mines. Ça, Dieu a donné, tu prends, tu envoies, tu manges. D'accord? On se met dans cette position-là. Alors qu'on aurait pu, avec toutes les ressources que nous avons, notamment en hydraulique, profiter de notre climat, profiter de notre sol, profiter de nos intempéries et préserver la nature, la mine. Préserver la nature, aller sur l'agriculture, aller sur d'autres domaines. Mais ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui, il y a des nations. On parlait de la Namibie tout à l'heure, où on vous dit dans les hôtels, rationner l'utilisation de l'eau. Mais il ne faut pas être étonné, on est en train de nous acheminer vers là. L'eau qu'on a à Kissidougou, on ne l'a plus à Sigiri. Des années avant, c'était pas la même chose. Ça sèche progressivement. Vous avez vu comment le Niger s'est asséché, le lit tel qu'on l'a vu, ça s'est asséché. Les choses n'iront pas mieux à l'avenir. Je pense qu'il faut réfléchir à cela. Les autres réfléchissent à comment réunir de l'eau, la conserver, l'emmagasiner pour l'avenir. Nous, on s'en fout, on file vers les mines. Et je vais vous dire encore une fois, les crises que les autres ont connues ne sont pas loin de nous. En matière, il y a eu des conflits. Je ne suis pas prophète de malheur, mais il y a des conflits autour des mines ailleurs. Ne vous dites pas que ça ne pourrait pas arriver. Ça commence avec les éleveurs et les agriculteurs. Quand il n'y a plus de pâturage, ça commence comme ça. Le Mali, c'est la même histoire.
le Burkina, c'est la même histoire. Ça commence avec des éleveurs et des agriculteurs. Ça commence comme ça. Et puis progressivement, ceux qu'on appelle au Burkina les impérialistes, ils observent la situation. Ils voient que vous avez du fer, une très belle teneur. Vous avez de la bauxite, une très belle teneur. Et pendant ce temps, vous ne vous comprenez pas. Mais on profite. Évidemment. On s'engouffre. Ouais. Et on profite pour exploiter vos ressources. Et c'est ce qui peut se passer dans nos localités. Sur le Simandou, je pense que c'est bien que c'est bien qu'il y ait des exemples autour. Ça peut certainement inspirer une démarche plus éclairée à l'avenir. Autrement, je ne pense pas que nous soyons sur la meilleure voie dans le cadre de l'exploitation de nos mines. Tamba Zakari Milimono. Dans un instant, évidemment, nous allons faire appel à M. Ibrahim Khalil Keïta. Il est le directeur du service national de coordination du projet minier. Il va intervenir dans un instant. Eh bien, dans cette émission, les grandes gueules, les valeurs. Nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Jacques Léoua, nous partons sur le terrain. Nous vous avons donc M. Keïta. Il est le directeur du service national de coordination du projet minier. Il est en direct ce matin. Monsieur Keïta, bonjour. Les grandes gueules sur Espace, on parle là ce matin des conflits dans les zones minières, on parle de Kolaboui, mais on nous apprend aussi que du côté de Sougueta, les citoyens sont dans la rue, ils manifestent. Comment est-ce que vous percevez côté État ces remous dans les zones minières qui n'en finissent jamais? Merci beaucoup, Lamine, merci aux auditeurs, merci à l'ensemble de l'équipe de GIE. Il faut reconnaître qu'au 5 septembre, nous avons vraiment hérité d'une situation qui avait déjà été très très grave par les communications politiques. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la plupart des temps, avant le 5 septembre, quand ils partaient sur le terrain de communication, la plupart des temps, c'était des communications politiques qui dominaient par rapport aux sensibilisations sur les questions de contenu local. Maintenant, nous sommes en train de revenir par rapport à toutes ces situations et le terrain est très vaste. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par la nouvelle équipe maintenant là. Et au moment où je vous parle, il y a même des codes de contenu de convention qui a été élaboré et qui, dans les jours à venir, qui va être validé par le comité interministériel et ainsi de suite. Monsieur Keïta, Monsieur Keïta, je ne sais pas quand est-ce que vous avez été nommé, mais le CNRD est là depuis 2 ans. Il y a eu de grandes annonces. On allait changer les pratiques sur le terrain. Vous êtes encore au stade de l'élaboration des documents? Non. Le document a été déjà... On est venu trouver que le document était déjà élaboré. Il y a eu des sessions à Tindia pour pouvoir parfaire ça. J'étais en train de parler du code sur le contenu local. Donc, on a intervenu, il fallait intervenir tous les ministres, tous les autres secteurs miniers. Et ensuite, on s'est réunis à Kilia sur le texte pour pouvoir parfaire le document. Et maintenant, au moment où je vous parle, mes collègues sont en train de travailler dessus pour que ça puisse passer au comité interministériel. Il y avait déjà un texte sur le contenu local qui avait, si vous voulez, tout balisé. Pas adopté. Exactement, c'est le processus qui continue. Oui, vous dites que ce n'était pas adopté? Exactement, c'est le processus qui continue, oui. Oui, alors, et qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir appliquer ça sur le terrain? Non, au-delà même de ce texte, il y a une direction de contenu local au sein du ministère des Mines qui a tout le moyen aujourd'hui pour aller sur le terrain. Et récemment, la dame était à Kouroussa, pour les remous qui étaient là-bas pour sensibiliser. Comme je vous ai dit auparavant, c'était de communication politique qui ne passait pas. Il y a le contenu local, il y a le discours qu'il a tenu pour... Allez, on a perdu donc le temps pour le réalisateur de repartir sur le terrain et joindre donc M. Keïta. Voilà, allez-y, voilà, ça passe, allez-y, M. Keïta. Exactement. Donc, je suis en train de dire qu'il y a la politique, il y a la communication que les politiques font sur le terrain, et à la communication sur le contenu local qu'il faut absolument vulgariser sur le terrain. Alors, moi, je veux vous interpeller parce que vous parlez de politique, de communication sur le terrain, tout ça c'est bon, communication technique, communication politique, je comprends. Mais un vrai contenu local que l'on veut opérable a besoin d'outils. Ma question, c'est quels instruments vous avez aujourd'hui pour que la politique sur le contenu local devienne une réalité? C'est là la question.
Exactement. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ce document-là viendra après son adoption, parce que dans ça, il y a la question de compensation. Dans ça, il y a des questions de recrutement. Dans ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être réglées. Mais pour le moment, à partir... Non, attendez. C'est que l'on soit bien d'accord. Le contenu local... Donc, il y a une direction. Alors, vous m'entendez? Oui, allez-y. S'entrecoupe là, je ne sais pas si... Ouais. Il y a un problème de liaison, évidemment. Le temps, peut-être pour le réalisateur, de le rappeler. On va revenir un peu plus tard avec M. Keïta, il faut le rappeler. Il est avec nous ce matin. Il est le directeur du service national de coordination du projet minier. Dans un instant, nous allons continuer le débat avec lui. Il faut, moi j'ai écouté M. Keïta à ses débuts. Il faut qu'on sorte du discours, ce qu'on a trouvé, ce que les gens faisaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que faire un bilan quand même. Oui. Non, je suis désolé. Non, on n'est pas étranger à cela. Mais non. Il faut qu'on sorte de ce discours-là, Lamine. Non. Il faut qu'on sorte de ce discours. Toujours envoyer la pierre faire le constat. Faire le constat, c'est très important. C'est bien de faire le constat. Il n'a pas tort. C'est la première fois que M. Keïta intervient dans cette émission. Donc c'est important qu'il puisse faire le point sur ce qu'il a trouvé. Voilà. Je suis bien d'accord. C'est la première fois qu'il intervienne, mais c'est un discours aujourd'hui global. Quand on pose la question à tel ministre ou tel directeur, ce qu'on a trouvé, c'est que les choses qui fait, qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans? Bien. Parce que depuis 2 ans, ça manifeste dans ces zones minières. Ouais. Depuis 2 ans, il y a des problèmes. Bien avant. Voilà. Je sais que bien avant, oui, mais depuis l'arrivée également. Je sais que je veux qu'on arrête de jeter tout le temps la pierre dans ce champ de ce qu'il faisait. C'est qu'on on a hérité. On a hérité de ceci ou de cela. L'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Vous avez trouvé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement aujourd'hui? C'est de ça qu'on a besoin dans ce pays. Sinon, ils vont passer, d'autres viendront. Non, ils ont ceci, ils ont cela. On n'a pas besoin de ça. Il faut évoluer. Daouda, alors calme-toi. Je pense qu'il a bien compris. Allez-y, mon cher Taba. Moi, je continue de croire qu'il y a des éléments... Il est revenu à l'antenne. Voilà. Allez-y, mon cher Taba. Il y a des chaînons qui manquent sur le processus. Et c'est là-dessus que, par exemple, je veux l'entendre sur l'implication prévue pour les collectivités dans l'opérationnalisation de la lettre de politique nationale sur le contenu local. Ça, c'est une chose. Mais également pour la mise en place d'une plateforme de veille et de suivi, si vous voulez, d'évaluation de la mise en œuvre de cette même lettre de politique nationale. Sans des instruments tangibles qui nous permettent de suivre ça au quotidien, de questionner la façon dont les principaux acteurs, à savoir les sociétés, les collectivités, l'État et ses services de contrôle interagissent sur le contenu local, moi je pense qu'on va continuer à nous servir des balivernes, malheureusement. Malheureusement, on en serait au stade où on vous dit « Oui, on réfléchit là-dessus, on est en train d'élaborer alors qu'on veut de l'action. » C'est là la question. Justement, M. Keïta, ce qu'on serait tenté de lui poser comme question, c'est que oui, ils ont trouvé une situation peut-être qui n'était pas très honorable parce qu'on le reconnaît qu'à Colabouy, ça manifestait avant l'avènement du CNRD au pouvoir, mais ça ne devrait pas continuer 2 années après. Bien que vous nous disiez ce matin que vous travaillez sur un document, mais qu'est-ce que vous faites pour éviter ce qui est en train de se passer sur le terrain? Oui, comme je le disais, en attendant l'adoption de ce document, les équipes sont sur le terrain à chaque fois. Je le disais et je le répète maintenant, il y a la direction de contrôle local qui est tout le temps sur le terrain. Récemment, ils étaient à Kouroussa pour ce cas. Maintenant, le cas de Colabouy s'est posé. Tout le temps dans les mines, c'est un problème. Donc, il faut savoir communiquer avec les gens sur les questions de contenu local. Parce que les gens pensent que le contenu local, dans les communautés, c'est prendre les ressortissants de là-bas. Non. Le contenu local ne se résume pas à ça. Surtout les questions de recrutement. Il faut faire attention. Il s'agit de recruter les Guinéens. Imagine aujourd'hui que les gens de Kouroussa disent qu'il faut forcément recruter que les gens de Kouroussa. Mais c'est grave en matière de communication. Donc, il faut recruter les ressortissants guinéens, les Guinéens, tous ceux qui ont la carte d'identité nationale guinéenne. C'est eux qui doivent recruter en matière de recrutement. Donc voilà toutes ces questions-là qu'il faut rectifier en matière de communication que nous sommes en train de faire. Le terrain est très vaste. On n'est pas là en train de croiser les bras et regarder les gens. Nous sommes vraiment là sur le terrain. Et puisque M. Keïta, vous en parlez d'ailleurs, c'est quand on parle de contenu local, ce n'est pas Boké, les Bokéka, les Bofaka, c'est les Guinéens tout court. Et ce problème, vous m'étendez la perche. À Mandiana aujourd'hui, il y a des groupes de jeunes
lorsque vous arrivez, il y a même des ressortissants de Zélékoré, de Guékédou, ainsi de suite, de la forêt, auxquels on refuse certains postes à Mandiana dans les sociétés. On menace même les sociétés qui les retiennent. Est-ce que vous en êtes informé et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Parce que c'est un problème aujourd'hui qui est préoccupant. Je pense que c'est un problème qui préoccupe très sincèrement la directrice générale du contenu local. On en parlait il y a quelques jours. C'est exactement ça quand je parle d'héritage. Quand on parle d'héritage politique, ce sont les communications politiques qui ont amené ça. Lorsque tu veux avoir des suffrages sur le terrain et que vous partez, vous dites oui, cette mine-là vous appartient, il faudrait que qu'on vous recrute ici. La politique est là. Oui, évidemment. Voilà. Mais maintenant, il y a toute une réalité sur le terrain voilà, maintenant, nous sommes là face à cette réalité. Maintenant, la réalité est que, comment aujourd'hui, on peut faire comprendre à cette population de Mandiana que c'est bien sûr l'or là à Mandiana, mais quand il s'agit de recrutement, il faut prendre les jeunes de mais c'est même pas ça. Mais c'est même pas ça le problème. Non, mais monsieur Keita, le problème, il est. C'est vrai, il y a cette communication, mais elle est. J'ai envie de dire, c'est le moindre des soucis sur le contenu local aujourd'hui. Vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, qui vous font la salade chez nous, qui vous font tout chez nous. Vous imaginez bien que même pour ceux qui habitent localement, déjà il n'y a rien. À combien plus forte raison pour ceux qui viendraient d'ailleurs? Non, il y en a beaucoup. Voilà. C'est là-dessus que nous vous attendons, mais on a l'impression que pour vous, le problème du contenu local, c'est la communication. Alors qu'on attend des actions concrètes là-dessus et on veut vous entendre sur le sujet. Voilà. On va revenir, mesdames et messieurs, à 11 h, évidemment, avec notre invité ce matin, monsieur Keita, qui va poursuivre donc l'interview avec nous, mesdames et messieurs. Allez, le temps d'une pause, on revient à 11 h. Le débat continue sur Radio Espace, mesdames et messieurs, avant de recevoir donc notre invité ce matin, Fousseni Koné, agent de développement auprès donc de la commune de Kaloum. Vous le savez, hein, je le disais tantôt à l'entame, nouvelle défection donc dans les rangs des conseillers de la commune de Kaloum. Fousseni Koné a déposé donc démission hier, 1er novembre, de ses fonctions au sein de la municipalité. Tout est parti donc d'un vieux mémorandum datant donc du juin dernier. Dans le document, 25 conseillers donc portaient de graves accusations à l'encontre du maire et du secrétaire général en poste depuis 10 ans. On lui reproche des ingérences et de graves prévacations, donc des interpellations restées muettes jusqu'à ce jour. Fousseni Koné, dans un instant, il va nous rejoindre évidemment dans cette émission ce matin. Les GG sur Radio Espace. Peut-être qu'Aïssa Toussani m'a jeté un sort là ce matin. Allez, nous repartons sur le terrain avec monsieur Keita. Voilà, il est là, mon cher Tabar. Alors, monsieur Keita, avant de nous séparer, nous vous entendions parler de communication. Effectivement, il y a ce souci où ceux de Kouroussa, par exemple, vont penser qu'ils seront prioritaires sur le reste de la Guinée. Et ça, on l'entend, c'est une communication à mener. Mais aujourd'hui, la vraie question qui se pose, elle est celle-ci. Même ceux qui sont riverains, mais directement riverains des exploitations, ne bénéficient pas des préconisations de la politique sur le contenu local. La question aujourd'hui, c'est finalement quel état des lieux vous avez dressé de cela, mais surtout, quels sont les outils d'opérationnalisation, si vous préférez, hein, de la lettre sur le contenu local. Merci Tamba, merci. Je comprends déjà que nous sommes maintenant sur la longueur d'onde en matière de recrutement. Pour tout ce qui est le contenu local, pour moi, pour nous au ministère des Mines, ça ne se résume pas seulement qu'au recrutement. Il y a aussi des questions d'entreprise locale. Je vais vous faire juste une confidence. En 2022, nous avons fait, j'étais accompagné par la directrice du contenu local, on a fait des affiliations sur les zones aurifères pour essayer de les éviter d'envahir les zones aurifères. Mais lorsque tu approches un jeune dans ces zones-là et que tu les questionnes sur les questions d'entrepreneuriat, tu as comme l'impression que ces jeunes sont beaucoup plus tentés par rapport au recrutement qu'à des questions d'entrepreneuriat. Voilà un peu l'une des préoccupations que nous avons aujourd'hui. Lorsque tu leur dis, formez-vous en petite communauté, en petit groupement pour créer des petites entreprises et venez vers les sociétés minières pour avoir des contrats, ils sont beaucoup plus tentés à dire, moi je préfère qu'on me recrute que moi-même je crée mon propre entreprise pour que ça soit... Mais la démarche, cette démarche n'est pas la bonne. Cette démarche n'est pas la bonne, monsieur Keita. Permettez-moi, vous ne dites pas aux jeunes... Vous ne dites pas aux jeunes... C'est par rapport...
c'est juste, moi je suis en train de dire quelque chose que j'ai fait. Je suis d'accord. Du côté des Kolabouyi, le sujet qu'on a évoqué ce matin et qui est à l'origine de tous ces débats qu'on a, c'est que là-bas, ce qu'on nous apprend, les groupements d'intérêt économique existent. Les groupements d'intérêt économique, j'étais en train de dire que du côté des Kolabouyi, les groupements d'intérêt économique existent. Maintenant, le choix ne se ferait pas à l'intérieur de ces groupements. Est-ce qu'il y a derrière, dans les textes qui existent ou ceux que vous êtes en train de rédiger, des exigences auprès des sociétés pour que le choix soit fait, pas en dehors de ces groupements d'intérêt économique? Non, pas forcément, ça ne se limite pas forcément à ces groupements d'intérêt économique. Il y a des entreprises locales, comme je te l'ai dit. Au-delà de Kolabouyi, il peut y avoir des entreprises locales qui viennent d'autres communautés environnantes. Donc, il faut voir toutes ces questions. Donc, quand il s'agit d'appel d'offres, il faut prioriser ces entreprises locales d'abord, avant de prioriser toutes sortes d'entreprises locales ou internationales. Pour moi, c'est ça la politique continue locale. Si on veut vraiment une économie durable, pour lutter contre la pauvreté dans ces communautés, voilà ces questions qu'il faut faire face. Pour moi, c'est ça. D'accord. Pas seulement que c'est des intérêts économiques. Ces intérêts économiques, ça fonctionne très très bien. D'accord. Alors, j'ai quand même cette préoccupation qui demeure. Est-ce qu'à date, vous êtes en mesure de nous dire sur l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur minier en Guinée, est-ce que vous avez une lisibilité, par exemple, sur leurs besoins à court et à moyen terme? Parce que sur cette base, déjà, on peut travailler à produire la ressource, la main-d'œuvre dont elles ont besoin, et ainsi la mettre à disposition. Tout à fait. Et là même, ça c'est vraiment mon domaine parce que je suis le directeur général des projets miniers. Je vous rappelle que pour avoir un permis d'exploitation en Guinée, il y a ce que les sociétés minières font qu'on appelle études de faisabilité. Dans ces études de faisabilité, il y a ce qu'on appelle la liste minière. La liste minière, c'est quoi? C'est l'ensemble des besoins en termes d'équipement, en termes d'investissement, que ce soit des immobilisations, des petits équipements. Par exemple, quand on parle de liste des équipements, il y a ce qu'on peut importer à partir de l'extérieur, qu'on ne peut pas trouver sur le sol guinéen, et il y a ce qu'on peut trouver sur le sol guinéen. Donc, dans cette liste minière, le ministère des Mines fait quoi? On essaie de veiller en sorte qu'on puisse comprendre c'est quoi le besoin réel de cette société minière lorsqu'elle sera en projet, c'est-à-dire en phase de construction, et quels seront ses besoins en phase de production. Donc, on veille à ce que tous ces équipements qui sont censés acheter sur le sol guinéen ne soient pas exportés à l'extérieur. Et ça, nous veillons par rapport à ça. Il y a des services qui sont par rapport à ça. Il y a le CPDM, il y a le ministre, il y a le secrétaire général, et ainsi de suite. Tout le monde veille à ça, avant que ça ne parte loin. Mais non, ça c'est un aspect de la réponse. Ça c'est un aspect de la réponse. L'autre aspect, c'est les ressources humaines dont elles ont besoin sur les différentes phases du projet. Normalement, il devrait y avoir, si vous voulez, un tableau qui permette de planifier tout ça. Est-ce qu'à date... C'est prévu par le code minier. Oui, maintenant je vous dis, je vous pose la question. Quand tu prends la phase de recherche... Dites-moi s'il vous plaît. Permettez-moi de terminer ma question. Permettez-moi de terminer ma question. Ce que je dis, c'est est-ce qu'à date, vous avez ce type d'information à votre disposition? C'est la question que je pose. Et si vous l'avez, alors pourquoi il y a autant de problèmes? Non, comme je vous l'ai dit, je vous rappelle encore, le code minier résout ce problème. Parce que quand tu prends le code minier, il y a des pourcentages d'expatriés que doit avoir une société minière en phase de recherche. Le code minier prévoit également le pourcentage d'expatriés que doit avoir une société minière en phase de projet. Et il y a également le pourcentage d'expatriés qu'une société minière doit avoir lorsqu'elle sera en production, c'est-à-dire en commercialisation de substances. Maintenant, pourquoi il y a tant de problèmes? Comme je vous l'ai dit, lorsqu'un politique se lève à Conakry, va à Guiguelou, chez vous, il dit là-bas que, supposons qu'il y a une société qui a une mine là-bas, il dit là-bas que toute cette mine d'or-là, c'est pour vous. Et lorsqu'il s'agit de recrutement, on doit commencer par vous. Juste parce qu'il veut avoir des voix, juste parce qu'il veut que les gens de Guiguelou puissent voter pour lui. Ces personnes-là qui ont accès à ces informations n'ont pas les mêmes sources d'informations que vous et moi. Donc, il va falloir beaucoup plus assez de temps pour faire révéler et sensibiliser les mêmes populations pour qu'ils puissent comprendre que exactement cette politique-là, c'était juste cette communication politique-là, c'était juste de la politique. Je crois que j'ai compris. Là, il y a une réalité en face. Je crois que j'ai compris. Vous n'avez pas à date, une évaluation chiffrée de ces besoins. Il y a une évaluation chiffrée. Parce que il y a une évaluation chiffrée et à chaque fois on travaille avec Allô, oui, tu m'entends? Oui, on vous écoute. Voilà, comme je vous l'ai dit, ces pourcentages-là sont décrits dans le code minier. Oui, on s'est compris. Et à chaque fois, ces minières nous ramènent
ils nous remontent des rapports. Je vous le dis, il y a des rapports d'activité qui nous sont remontés. Et à chaque fois, nous sommes sur le terrain. On s'est compris. Là, vous êtes sur le principe. Le principe veut qu'il y ait des pourcentages. Mais moi, je parlais en numéraire, en chiffres. Voilà, mais je le vois. Ce qu'il y a quand même, Lamine, je voulais faire cette je vais le laisser, mon cher Tamba, évidemment, pour revenir avec vous. Mon cher Keita, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Forcément, on souhaiterait vous avoir en studio parce que c'est très intéressant. Avant de vous quitter, Lamine, avant de vous quitter, oui, en quelques secondes. Que je voulais apporter par rapport à l'intervention que vous faites avec le doyen Kemoko. Oui. Premièrement, c'est par rapport à la quantité d'exportation de la bauxite aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à l'arrivée de CNRD, lorsqu'il y a eu évaluation et organisation du cadre. Si vous permettez, M. Keita, on pourrait vous inviter en studio, ça serait mieux en fait. Voilà. Je voulais préciser, en 2 minutes, je voulais juste préciser qu'en date, nous savons exactement quelle est la quantité de bauxite qui sort sur le territoire guinéen. Et à chaque semaine, il y a un fichier hebdomadaire qui explique aux gens quelles sont les quantités d'exportation de bauxite cette semaine. Et ça, quand vous partez sur la page Facebook, sur la page LinkedIn ou sur n'importe quelle page du ministère des Mines, les communications sont faites à temps. Et par rapport au prix, il y a eu un prix de référence, un arrêté conjoint qui a été pris entre le ministère des Mines et le ministère du Budget qui fixe une formule pour déterminer le prix de la bauxite. Et à date, ce qu'il faut, on est en train de suivre quels ont été les impacts de ce prix de référence par rapport à la fixation des prix de bauxite en République de Guinée. Je pense que ces points-là, il faut vraiment les rappeler que depuis l'époque du CNRD, nous sommes en train de travailler sur ces points et c'est très important. Qui a dit que vous n'êtes pas politique, vous, sincèrement, voilà. Vous vous en prenez aux politiques, mais vous faites vraiment de la politique ce matin, M. Keita. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Les Grandes Gueules continuent sur Espace. Sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. M. Fousseni Koné est avec nous dans ce studio. Il est agent de développement auprès de la commune de Kaloum. Hier, donc, il a démissionné du côté de Kaloum. On va essayer de l'interroger dans un instant. Mais d'abord, on a écouté M. Keita, voilà. Oui. La première chose, rapidement, j'en ai que deux. La première chose, c'est de dire que normalement, toutes les sociétés, je n'en connaîtrais pas. Je n'en admettrais pas une qui n'ait pas de plan de développement stratégique aujourd'hui. Et sur cette base-là, les ressources humaines, les directions des ressources humaines planifient sur 1 année, sur 2 ans, donc à moyen, à court terme, les besoins en ressources humaines qui sont développés en fonction des différents segments d'intervention de la société. Tout ça, Lamine, je pense que c'est ce qui va faire pour dire, écoutez, à partir de tel moment, nous avons besoin de telles ressources et ces ressources-là, certaines, voici celles qui sont qu'on va devoir recruter sur place, d'autres pour lesquelles on va lancer un appel d'offres, comment on appelle ça, une offre d'emploi internationale qui va donc être publiée et sur la base de laquelle on va recruter du personnel. Je pense, encore une fois, qu'on ne va pas régler la question du contenu local tant qu'on n'aura pas su j'ai envie de dire sur le court, le moyen, le long terme, les besoins des sociétés minières. Là, on est encore en train de parler des sociétés minières. Et ce qui m'amène au deuxième point que j'évoque, c'est cette loi qui a été adoptée en décembre 2022 à l'Assemblée nationale et qui devait être complétée par des textes d'application. L'idée, Lamine, c'était quoi? C'était d'avoir une agence de régulation de la politique de mise en œuvre du contenu local, tel qu'on en a pour les télécoms avec l'ARPT, tel qu'on en a pour la HAC. Ce serait une autorité de régulation, donc de contrôle, de suivi, pour voir s'il y a conformité entre ce qui est fait et ce qui est attendu dans le cadre du contenu local. Et c'est important de préciser que ça ne va pas toucher uniquement au secteur minier, parce que, comment on appelle le contenu local, la préférence locale, ça touche à tous les autres segments où il y a des ressources, où il y a des ressources à exploiter au niveau local. Après, on a nommé une directrice en charge du contenu local. Après, maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est comme ça, c'était prévu? Je voulais juste terminer ça, Jacques. C'est de dire qu'il y avait un souci. C'est là l'erreur qui fait que jusque-là, les textes d'application ont dû traîner. On nous apprend que c'est en ce mois de novembre que finalement ils vont entrer en vigueur. Ces textes d'application-là, ça c'est une nouveauté, Lamine, c'est de soustraire cette autorité-là à la tutelle de la présidence de la République de Guinée. Parce que ça n'aurait pas de sens qu'on veuille une autorité indépendante qui soit encore mise sous tutelle
de la présidence de la République. C'est le complément que je souhaitais apporter, Jacques. J'ai terminé rapidement, puisqu'il y a une directrice nationale du contenu local qui est nommée et qui, quand même si les textes d'application ne sont pas encore là, observe un certain nombre de choses sur le terrain. Vous savez, pendant 10 ans, c'était la communication centrale du gouvernement d'Alpha Condé dans les mines. On dit le contenu local, on va donner de l'emploi, on va permettre même de créer une centaine d'entreprises. D'ailleurs, à un moment donné, on nous a dit qu'on a créé, je ne sais pas, 1000 entreprises. Il y a un chiffre comme ça qui avait été balancé. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que le texte n'était même pas bien affiné, et parce que c'est avec le CNRD ça va être adopté. Je pense que le travail qu'on est en train de faire sur les textes ne doit pas empiéter sur ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'au même moment, on est en train de donner encore des permis, d'accorder des licences, des sociétés qui n'ont pas de capacité financière importante et qui obtiennent quand même des permis et qui s'installent, qui ne peuvent même pas. Justement, c'est notre question. Ce serait bien qu'on l'invite dans cette émission, M. Keita, parce que c'est important. Avant de terminer justement, voilà. Il faut mettre à jour quelques infos, c'est très important. Dans un instant, mesdames et messieurs, notre invité avec nous, Fousseni Koné.